Chers téléspectateurs et chères téléspectatrices de Graphie TV, bonjour, bienvenue sur votre page spéciale, une page spéciale où nous parlerons de la Nouvelle-Calédonie, une situation qui dégénère et qui est donc très difficile depuis un certain nombre de temps. On parle de mois et même d'années où il y a eu des accords, il y a eu des désaccords également. Mais donc nous allons essayer d'étayer tout ceci avec le pasteur Farah Abdillahi. Bonjour. Bonjour Alan, un plaisir d'être là, chères téléspectatrices et spectateurs également, donc un plaisir. Très bien, donc je rappelle, hein, vous êtes pasteur, mais vous ne venez pas seulement en tant qu'avec le titre de pasteur. Aujourd'hui, vous venez aussi en tant que tout simplement citoyen de la Calédonie. Vous êtes originaire donc, de la Nouvelle-Calédonie, vous êtes vous avez de la famille Kanak, vous avez donc vécu là-bas, vous avez grandi là-bas. Donc voilà, expliquez-nous un peu déjà qu'est-ce que ça veut dire, un peu démystifier le mot Kanak. Qu'est-ce que c'est qu'un Kanak? Alors un Kanak, c'est une langue vernaculaire qui remonte depuis dans une langue vernaculaire du Pacifique qui parle Kanaka, qui est un mot hawaïen, si je peux dire ainsi. Donc déjà, on n'est même pas en Nouvelle-Calédonie, mais qui a été emprunté puisque les langues vernaculaires elles se véhiculent largement dans le Pacifique. Kanak qui veut dire homme. Mais si on pousse l'idée du mot, je ne dirais pas seulement dans son étymologie, mais dans sa sémantique, qui veut dire homme debout. Voilà. Après, on a rajouté d'autres choses. Donc, il a donné Kanak, et qui plus tard, donc, en parlant de la Nouvelle-Calédonie, on donnera Kanaki, donc pays appartenant au Kanak. Ce qu'il faut dire aussi qu'il a pris naissance dans les années 1980, 70 dans l'histoire, en 1980, qui aujourd'hui a adopté largement dans le vocable du pays. Voilà ce que je peux dire pour le mot Kanak. Très bien. Alors, pour reprendre, hein, donc on parlera donc de la situation en Nouvelle-Calédonie, qui donc, je disais en préambule, donc, une situation qui en fait, là, on est en crise sociale, crise économique, et en gros, la Nouvelle-Calédonie a un statut particulier. Elle est une collectivité territoriale hein, depuis 1946. C'est ça. Voilà. Et, mais malgré tout, il y a deux partis. Il y a de côté les loyalistes, mais il y a aussi les indépendantistes. Alors, finalement, comme je disais, il y a eu des accords, mais il y a aussi des désaccords. Donc, comment nous en sommes arrivés jusque-là avec... nous voyons presque une guerre civile avec de côté une certaine partie de la population et puis les gendarmes, les forces de l'ordre, etc. Voilà, comment nous en sommes arrivés jusqu'ici? Ouais. Alors, effectivement, on est aujourd'hui sur ce qu'on appelle une idéologie politique, puisque la politique, ce sont des idées pour un peuple, pour une construction. C'est de la politique et on se retrouve avec deux blocs. Comme on l'a dit, comment sommes-nous arrivés là? C'est aussi simple que cela, c'est-à-dire, enfin simple que cela, il y a eu ce qu'on appelle donc d'un parti indépendantiste qui veut dire indépendantiste qui demande à une reconnaissance nationale par rapport à la France et internationale mondiale, donc on en reparlera certainement dans l'émission, un pays qui demande, enfin un peuple qui demande d'être décolonisé, un pays à décoloniser, donc la Nouvelle-Calédonie notamment, avec un peuple premier. Parce que la Calédonie, quand elle a été découverte en 1774, d'abord par James Cook, qui n'a pas un nom français, et en 1853, par Napoléon III, d'où la France. Et ce cheminement-là a été jusqu'à aujourd'hui, qui a traversé des périodes de crise, de guerre, qui remonte déjà très loin, pour en arriver à deux accords, je pense qu'on en parlera, en 1988 et 1998, 10 ans après, 10 ans de 88 à 98 et 20 ans de 98, donc on l'a mis encore là, 20 ans, donc on arrive à 30 ans et plus de 30 ans, puisqu'on parle même de 2023, au sortir même des accords de Nouméa. Qui est le deuxième accord. Deux blocs politiques, d'un côté les loyalistes, et de l'autre côté les indépendantistes, que je ne dirais pas forcément pour faire la distinction
entre ce qu'on appelle la culture ou l'ethnie. Tous les Kanaks, c'est-à-dire les natifs du pays, ceux qui sont le peuple premier, d'ailleurs on en parle dans un document qui a été officialisé en 1988 et 98, écrit noir sur blanc, qu'on appelle les accords de Nouméa, hein, qui scellent le destin, je dis bien commun. Il y a eu aussi les loyalistes. Qui sont les loyalistes? Les loyalistes, ce sont tous ceux que la France a envoyés ou déportés ou immigrés, toutes les terminologies peut-être évolutives dans le sens de nos époques, d'aujourd'hui, vers la Nouvelle-Calédonie. Comme on avait créé ce qu'on appelle les bagnes, hein, où les bagnards sont venus. Et ceux-là sont devenus bien les Calédoniens, on les appelait les Calédoniens, et par extension les Calédoniens d'origine européenne, parce qu'ils sont sortis de la France, la plupart des Français. Et c'était un peu les têtes brûlées qu'on envoyait. D'ailleurs, il y a un personnage emblématique de la France, Louise Michel, si je pourrais parler d'elle. La Calédonie, elle fait référence à la Calédonie, où elle a été aussi envoyée donc, en tant que rebelle, etc., vers la Nouvelle-Calédonie. Donc nous avons des bagnes qui ont été une terre de bagnards, si je peux dire, installée en Nouvelle-Calédonie. Et c'est ceux-là même qui, plus tard, vont devenir les Calédoniens. Mais il y a eu aussi une grande vague pour développer le pays en Nouvelle-Calédonie, dans les années 50, où il y a eu le boom du nickel. Et il y a eu plusieurs communautés, puisqu'à partir du moment où il y avait une nationalité française, donc il y avait la possibilité de se déplacer. Alors on avait à côté les Polynésiens, on avait les Wallisiens, les Antillais, puisque la Martinique sont venus, les Martiniquais aussi, pour développer le pays. Donc tout ça en fait que la Calédonie, au fil des années, est devenue un pays multiculturel. Mais tout ça avec, comme l'a dit, un territoire donc d'outre-mer ou une collectivité territoriale. L'appellation est certainement dit dans les deux sens, ce qui fait que c'est quand même français. Et c'est là tout le problème qui s'est posé. Pourquoi nous sommes en arrivés là? Pour répondre simplement à la question, c'est qu'au fait, il y a eu un refus de reconnaissance, que la France n'a pas découvert, en fait, la Nouvelle-Calédonie, enfin on parle du territoire de la Nouvelle-Calédonie, en 1853, comme étant une terre vierge. Voilà. Après, il y a des accords, il y a des lois qui existent, qui régulent, au fait, une identité, une appartenance de terre au peuple primitif. Voilà, je m'arrête là pour la première partie de l'échange sur comment on est arrivé là. Donc après, il y a tout un processus qui se mettra en place et qui malheureusement n'a pas abouti là où il devrait aboutir. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je crois que le gros conflit a été porté sur le corps électoral pour des élections locales. Alors en fait, le fond du problème, quand on regarde un peu vos propos, donc c'est surtout non-reconnaissance de l'État français par rapport aux Kanaks, les premiers habitants de la Nouvelle-Calédonie, ou bien c'est aussi, ça s'additionne peut-être, hein, ces deux problèmes, par rapport au gel électoral qui s'est fait donc, en 1988. Quel est le fond du problème exact? Alors, le fond du problème, vous parlez du problème, donc il y a un très bon document que l'on appelle les accords de Nouméa. Je crois que c'est ce socle-là, avant d'arriver sur la partie technique, parce qu'on est sur une partie technique juridique, au fait, de constitution, parce qu'il s'agit il ne faut pas oublier que la France... elle a réglé c'est-à-dire l'évolution statutaire de la Nouvelle-Calédonie, puisqu'en fait, ça se règle en tripartie. Les indépendantistes, on parle des dirigeants politiques. Deuxièmement, les loyalistes, puisqu'on les appelle comme ça. Et puis troisièmement, bien sûr, la France, qui, elle, normalement, elle a un caractère, c'est ce qu'on appelle de nature impartiale, mais elle accompagne, au sortir des accords de Nouméa, vers une question, pour faire plus simple, avec 3 référendums sur la même question, oui ou non, pour l'indépendance ou ce qu'on appelle, nous, en Calédonie, la souveraineté entière. Entière ou totale. Donc c'est là le problème qui s'est posé à ce niveau-là.
sur le troisième référendum et aussi, bien sûr, qui est une continuité sur le dégel électoral. À qui devrait voter, puisque le vote qui concerne les votes locaux, si je peux dire, et notamment qui visait, c'est ce que nous appelons le vote de notre congrès, au fait, hein, le congrès et qui allait conduire après, bien sûr, pour les votes locaux, on a demandé de le sortir. Un parti politique a demandé. Les loyalistes ont demandé. Oui, mais avant de continuer, quel a été le processus? Parce qu'il y a eu 3 votes. Oui. Il y a eu 3 référendums, parce qu'il n'y en a pas eu un seul. On aurait pu dire qu'on s'arrête à un seul. Déjà, pourquoi il y en a eu 3? Et quelle a été cette continuité quel a été le résultat des 3? Donc, ça a toujours été un oui, ou il y a eu des divergences au niveau de la Nouvelle-Calédonie? Comme je disais, je vais m'appuyer sur un document qui est intéressant. Bon, on peut le voir. C'est les 3 référendums. L'accord de Nouméa prévoyait, parce que bon, on est sorti quand même de l'accord de Nouméa, 3 référendums. Il y a eu un accord. Alors cet accord, il n'est pas fait seulement avec la France, il est fait entre les partis politiques, les indépendantistes et les loyalistes, leurs leaders et leurs groupements. Ça veut dire quoi? Dans l'accord de Nouméa, j'espère qu'on aura l'occasion, après un moment donné, d'aller voir l'accord de Nouméa, qui est très bien. Il est bon de le voir, puisqu'il fixait ce qu'on appelle les 3 référendums, qui couvraient une période de 20 années. Et pendant ces 20 ans, 3 référendums à des dates différentes devaient donc avoir lieu. Les loyalistes, ils ont été très loin. Enfin, sans faire de parti pris, ils ont été très loin, disant si sur les 3 référendums, il y a un seul oui pour l'indépendance ou la pleine souveraineté, c'est-à-dire que le pays bascule vers l'indépendance. Voilà le jeu. Si il y a, je mets bien le cadre, dans les 3 référendums, 3 non, le pays reste français ou collectivité, territoire français ou de collectivité française. Ça veut dire rattaché à la France. Alors, le 3e référendum s'est posé un problème, puisque il y a eu ce qu'on appelle, on était en période de Covid, il y a eu deux non. Les 2 premiers référendums, il y a eu 2 non, avec un écart quand même de très peu de voix, parce que l'écart se rattrapait au fur et à mesure sur le 2e vote. Et je crois qu'on était à peu près à quelques milliers de voix, pas trop quand même. Donc, est-ce que le 3e référendum, qui, s'il passait à un oui pour l'indépendance, donc le pays donc, devait se mettre en marche maintenant pour rentrer dans ce qu'on appelle un projet global, rentrer dans une souveraineté. Alors, où s'est posé le problème? Le problème s'est posé au 3e référendum, c'est-à-dire quand il y a eu des morts au Covid, et beaucoup plus de morts chez les Kanaks, les Mélanésiens, ce qui faisait qu'on a ce qu'on appelle une structure coutumière de culture. On doit respecter aussi la période dans laquelle il va falloir enterrer ces morts, il va falloir aussi se rapprocher des familles, donc il y a tout ce qu'on appelle des cérémonies qui se mettent en place. Et comme le 3e référendum était déjà fixé constitutionnellement, donc ça veut dire que quand on apporte un changement, il faut forcément, ce n'est pas le Congrès, la chambre de décision que nous avons en Calédonie qui ressemble à une assemblée nationale, qui décide le changement à un moment donné de date, mais elle doit repartir vers la France, si je peux dire, repasser par l'Assemblée nationale et apporter ce qu'on appelle une modification pour soit passer à 1 année, ce qui avait été demandé par les indépendantistes, de reculer le 3e référendum à 1 année, de façon à enterrer ces morts et de revenir pour la 3e élection. Donc ça a été refusé, on a maintenu, donc bien sûr la France, les loyalistes ont maintenu le 3e référendum, il y a eu un boycott, boycott en disant nous sommes dans une situation de deuil important parce qu'il y a eu des dizaines de morts, donc il nous faut enterrer nos morts et on reviendra pas. Donc du coup, la consigne qui a été passée sur l'ensemble donc du territoire, notamment pour les indépendantistes, c'est de ne pas voter. C'est ce qui s'est en 2021. Et malheureusement,
pas malheureusement, mais malheureusement, ça veut dire qu'il n'y a pas eu un jeu de pouvoir démocratique. On est arrivé à un résultat, à une majorité d'abstentionnistes et de boycott, mais on va le mettre dans les abstentionnistes, mais qui a été à la faveur du non. C'est-à-dire, nous ne voulons pas une indépendance. Voilà. Donc ça veut dire que c'était un oui. C'était un non pour l'indépendance. Et là, le soir même de l'élection, enfin, quelques temps, pour ne pas dire rapidement, le président de la République française a annoncé les résultats du vote en disant donc la Nouvelle-Calédonie ou la collectivité, ou en parlant de la Calédonie, donc reste française puisqu'il a été décidé d'une manière démocratique dans les urnes. C'est la partie, on va dire, un peu juridique, constitutionnelle, OK pour la partie. Mais le fond lui-même, il n'est pas bon parce qu'il y a une demande qui a été faite, elle n'a pas été attendue, elle a demandé de différer. D'ailleurs, ce n'est pas le parti indépendantiste, il y avait des hommes sages, que je ne dirais pas de nom, qui ont travaillé qui ont été premiers ministres et qui ont vu que ce n'était pas une bonne chose de le faire. Voilà. C'est ce qui a mis le feu aux poudres au final. C'est déjà ça. Mais 2021, 2023, le 13 2024, donc il y a 3 années qui sont passées. Le feu aux poudres, les émeutes et la contestation sur le terrain, on entend parler de feu, de maisons, 200 maisons brûlées, 400 entreprises brûlées, des voitures incendiées, des centaines de personnes, puis des morts, puisqu'on arrive aujourd'hui à un 9e mort, de mémoire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a quelque chose d'autre qui s'est ajouté. Ce qui s'est ajouté, c'est, nous arrivons à ce qu'on appelle en Nouvelle-Calédonie, des votes locaux. Les votes locaux sont des votes importants. Ça veut dire quoi ? C'est à partir de là où on vote ce qu'on appelle notre congrès. Au congrès, les membres du congrès, qui vont être un peu l'émanation des provinces. Enfin, ça va être un peu compliqué, mais je pourrais revenir après un petit moment. Après, les provinces, nous avons 3 provinces. Province nord, si vous voyez la Calédonie, elle est un peu comme un pain. Vous avez le nord, vous avez le sud vers le bas, mais en même temps, le nord et le sud se sont un peu partagés le découpage du territoire. Et puis, un peu comme 3 petits pommes cannelle, si je peux dire comme ça, vous avez 3 îles loyautés. Marais, Lifou, Ouvéa. Et là, on constitue une autre province qu'on appelle la province des îles. Voilà. C'est l'accord de Nouméa qui a figé cela pour développer, rapprocher administrativement leur population, soit nord, sud, île, avec plusieurs communes qui englobent. Par exemple, je pense de mémoire, je crois qu'on est à 14 communes dans une province, 16 ou 3 dans une autre province. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que là, elles vont faire sortir par vote, eh bien, la composition des membres du Congrès le Congrès qui est un peu comme l'Assemblée, une chambre de décision où on vote les lois du pays. Et là, je signale qu'on parle de loi de pays. Si vous allez voir, rentrez sur le site du Congrès de Nouvelle-Calédonie et vous verrez que les décisions qui sont prises, elles sont prises au même niveau qu'un pays, au niveau national, et elles votent les lois du pays. Alors, Alan, pour ne pas t'interrompre, je pense qu'on va revenir. Il faut savoir que si on vote une loi de pays, c'est parce qu'il y a eu ce qu'on appelle des transferts de compétences. Et il y a des compétences qui reviennent à la Nouvelle-Calédonie et il y a des compétences qui appartiennent à la France. Et pendant ces années, de 30 années, il y a eu des transferts de compétences toutes les 5 années de la France vers le territoire de la Nouvelle-Calédonie. Et le Congrès a une compétence de mettre en œuvre les compétences qui lui ont été transférées en Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire tous bords confondus politiquement là, et ils ont eu combien d'années ? Ils ont eu 30 ans, un peu plus de 30 ans, on va dire 30 ans, avec 3 votes qu'on appelle les référendums, pour à la fois juger donc sa compétence de gestion sur le transfert des compétences. Sauf les régaliennes à l'heure d'aujourd'hui, les compétences, les seules, enfin il y a quelques-unes, les régaliennes qui touchent l'enseignement, l'enseignement supérieur, la communication, la monnaie puisqu'on est enfant en Pacifique, mais il y a l'équivalence bien sûr à ce qu'on fait, et puis bien sûr l'armée, je pense avoir oublié une compétence, c'est celle de la magistrature, notamment du code pénal. Alors pour arriver à dire, le dégel visait de permettre aux locaux de voter avec tous ceux qui étaient avant 88 à 98, étant du pays, nés dans le pays, enfants du pays, 10 ans de présence continue,
ceux-là même ont le droit, je dis bien ont, avaient non, puisque le projet de dégel, il n'est pas passé, donc j'emploie, ont le droit de voter, donc pour ces votes à caractère local, qui est important, puisque c'est au Congrès qui vote l'orientation aussi, donc de certaines compétences du pays et certaines orientations aussi pour le pays. C'est le Congrès qui a le pouvoir. Après, bien sûr, on sait très bien, il restera dans ses compétences et non pas sur les compétences régaliennes. Mais néanmoins, ça pouvait changer aussi encore et donner une force pour la destinée du pays. Donc si demain, si par exemple le Congrès décidait à un moment donné de dire bon, on revient, on se met d'accord parce qu'il y a une demande qui a été faite, ils se mettent tous d'accord pour dire on va au troisième communément, on refait un autre référendum, c'est possible que ça passe par là. Moi je ne vais pas aller sur ce terrain-là, mais ce que je veux dire historiquement, pour ce qu'on lit, c'est que là où ça n'a plus été, c'est qu'on a dit on va dégeler, il y a une demande qui a été faite par un parti politique, qui est passé au Congrès quand même. Mais comme il y a un troisième partenaire, le troisième partenaire c'est la France, qui est normalement impartiale, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a saisi, ce qu'elle doit saisir, si elle donne une voix, elle doit donner sa voix. Et sa voix c'est quoi? Elle passe par son vote. Et dedans nous avons aussi des députés, même calédoniens, qui vont donner leur voix. S'ils tendent vers s'ils sont loyalistes comme députés et qui tendent aux sénateurs, même dans les deux, parce qu'il y a deux chambres qui ont voté, s'ils tendent vers le non, ils iront vers le non. S'ils tendent vers le oui, ils iront vers lui. Mais sur la masse générale, à la majorité présidentielle, eh bien, on a un résultat qui est sanglant, puisqu'on est arrivé à un oui au dégel électoral. Ça veut dire que le dégel fixé à ce moment-là, avant d'aller au congrès de Versailles, qui lui finalisait le vote, que disait-il? Et c'est là que ça a explosé. Ça a explosé un peu avant. Il y a eu des manifestations contre le dégel, contre la loi dégel. Et si on regarde bien, les loyalistes sont montés au créneau. Les indépendantistes ont fait ce qu'on appelle des manifestations paisibles, hein, en disant non au dégel. Pour quelles raisons? Alors je répète, pour les téléspectateurs qui nous entendent. Et qui nous regardent. Qui nous regardent aussi, merci. Il ne s'agit pas du dégel pour toutes les élections, enfin du gel électoral qui était prévu en 98 pour les votes locaux et pour la destinée du pays. Ou des votes pour les élections nationales, telles que les législatives, présidentielles. Il ne s'agissait pas de ça. C'était surtout à caractère local, la destinée du pays, pour les locaux. Donc, il y avait une légitimité en disant les locaux votent pour les locaux, pour leur destinée. Ça s'arrête à ça. Et tous les autres votes sont ouverts. C'est-à-dire les législatives, on a vu récemment, et puis, bientôt, les votes présidentiels. Donc là, tout le monde vote. Celui qui est arrivé, il a 1 an en France, ou quelques mois, il a sa carte électorale de la République française, il vote. Parce qu'il est dans un territoire français, il va voter par exemple en Martinique, il va voter en Nouvelle-Calédonie, il va voter à Wallis et Futuna, il va voter à Mayotte, s'il ne peut pas par exemple, il va donner une procuration. Voilà, c'est pour expliquer. Mais le vote qui a été gelé, c'est celui qui marque au final l'orientation du pays et qui appartient simplement aux locaux avec 10 années de présence, d'abord né au pays avec 10 années de présence. Et même si leurs enfants sont mineurs, au bout de 10 ans deviennent majeurs, ceux-là même ont le droit de voter. Alors, en clair, pour bien restructurer les choses et pour bien éclaircir pour tous nos téléspectateurs et téléspectatrices, quelqu'un qui vient en Nouvelle-Calédonie, il n'est pas né là-bas, il arrive, il travaille, il fonde une famille, a-t-il le droit de voter ou pas par rapport à toute la situation de dégel et de gel électoral? Alors, pour parler du gel ou du dégel électoral, donc, il est important de savoir que ce que je dis, il s'agit de 10 ans de présence continue avant 98. Donc, généralement, la règle, c'est 88-98, donc en 10 ans. Ceux-là même qui sont sur place, 10 années dans le pays. Bien sûr, généralement, ils sont nés sur place parce qu'on les compte ceux-là. Étant nés dans le pays et ayant 10 années de continuité, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas partis 5 ans, vivre ailleurs et revenir après. C'est-à-dire de 88 à 98, de présence continue dans le pays et nés aussi en fond du pays. Voilà. À partir de là, les choses sont faites. Voilà. Et aujourd'hui, le problème, c'est que le dégel montrait qu'on sautait cette disposition,
Mais bien sûr, il faut une modification constitutionnelle, parce qu'elle est dans la Constitution et qu'elle règle l'accord de Nouméa. Et aujourd'hui, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, si on ouvrait la porte à tout le monde. C'est-à-dire, je ne vais pas parler comme certains... C'est ça que les locaux ne veulent pas. Ils ne veulent pas parce qu'ils ne veulent pas que les étrangers ne votent à leur place. Voilà, je vais dire tous ceux qui sont venus travailler, etc., même s'ils ont créé des richesses, etc., qui s'installent, ils sont pas dans la règle ou la fourchette, donc de ceux qui ont le droit, ce qu'on appelle le mode de scrutin. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? On ouvre à tout le monde et ça faussait forcément la donne. Donc il y a un désaccord de fond au niveau un désaccord au niveau électoral, un désaccord politique, mais un désaccord finalement social qui entraîne donc cette crise économique, cette crise politique où on voit des blocages aussi. Hein. Il y a des blocages, il y a un certain mécontentement. Oui, ce sont les réactions. Donc, en fait, c'est vraiment un désaccord. Donc, j'essaie de bien cibler le nœud du problème, qui est donc un désaccord au niveau électoral. Oui, tout à fait. Alors, avec une population issue de Nouvelle-Calédonie depuis des années et des nouveaux arrivants. Voilà. Alors, une population, on va dire, reconnue, le peuple premier, le peuple kanak, qui a accepté, parce qu'il faut bien dire, et moi je voudrais corriger, non pas pour nous deux qui sommes ici, mais pour ceux qui peuvent nous voir et nous entendre, que le peuple kanak, il a tendu la main à ceux qui ont fait ce qu'on appelle les oubliés de l'histoire, qui sont les Calédoniens, ou les Caldoches, mais c'est un peu péjoratif, qui sont venus à cause du bagne. Ils sont là, c'est pas de leur faute. Hein. Ils ont été acceptés, ceux-là même votent. Et là, je voudrais bien dire, c'est pas les Kanaks seulement, ceux-là même votent. Ils font partie bien de ce dispositif, c'est-à-dire à la fois le corps électoral et aussi le mode de scrutin. Donc, pour revenir à ce que tu dis, à ce que vous dites, excusez-moi, le corps électoral a été figé. Pour ce qu'on a déjà dit. Le dégel portait quoi? Ça veut dire que tout le monde peut voter. Ceux qui ont dit, ben nous, ça fait plus de 10 ans qu'on est là, ils n'ont peut-être pas tort. S'ils partent de 98 à 2024, où ils parlent au milieu qu'on appelle ça, pas 2024, mais enfin, ils partaient après 88 ou 90, et ils arrivaient à 2024, ils se disent, ben nous, on a plus de 10 ans. Mais en fait, on était sur une période obligatoire. Donc, entre-temps, si on va au niveau de la population, entre la population ayant droit de voter, j'ai dit bien, ayant droit de voter, 10 ans de présence continue étant nés dans le pays, ceux-là avaient le droit de voter. Ceux qui sont venus après ce dispositif, et de scrutin aussi, qui arriveraient, ben forcément, il y a une augmentation de population. Et ils pouvaient, je crois que c'était les risques qu'on avait compris, ils pouvaient renverser, malheureusement, je dirais un peu les votes et apporter autre chose. Donc, c'était convenu que ça devait rester aux enfants du pays, pour le pays. Voilà, moi je simplifie. Alors, peut-être, si vous me permettez, pendant que je parle, il y avait juste la notion de domicile au sens de l'article 2, domicile, c'est-à-dire du pays. C'est l'article 2 de l'accord de Nouméa. Alors, juste avant de rentrer vraiment dans l'accord de Nouméa, je vais un peu ressortir, puisqu'on est rentré vraiment dans le vif du sujet, mais pour qu'on puisse bien aussi géographiquement situer la Nouvelle-Calédonie, et puis on parle de Nouméa, on parle de Kanak, on parle de Caldoche, on parle de plein de choses, pour que les téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui puissent comprendre. Donc, déjà, la Nouvelle-Calédonie, c'est à peu près 300 000 habitants aujourd'hui. Environ. Voilà, à peu près 300 000 habitants, et qui est donc près de l'Australie, à l'est, et qui est à peu près à 1500 km de l'Australie, à 200 000 km, à 2000 km au nord de la Nouvelle-Zélande, et qui a une population qui est relativement jeune, à peu près 35 ans d'âge. Oui, c'est ça. Et donc Nouméa, qui est donc sa capitale. Donc là, quand on parle de Nouméa, on parle aussi de la capitale de la Nouvelle-Calédonie. Et donc en 1998, voilà, le 5 mai 1998, on a eu donc l'accord de Nouméa, donc qui stipule ce que vous allez nous dire, donc en article 2. Okay. Voilà.
Mais il y a eu un premier accord aussi, hein, en 1988. En 1988, donc l'accord de Matignon-Oudinot. Voilà. Après, il y a eu les accords de 98, 10 ans après, qui figeaient encore 20 ans. Oui. Alors, donc tout ça permet de restructurer un petit peu et comprendre un peu l'environnement dans lequel les Calédoniens sont. Alors, les Calédoniens sont dans un environnement, enfin, je vais dire géographique, en marge géographique et économique. Ils sont appelés malheureusement, et heureusement aussi, pour certains malheureusement, mais je dis heureusement parce que j'en suis fier personnellement, de voir que au-delà du choc de la colonisation, parce qu'il y a un choc de la colonisation, parce qu'en fait, quand on voit toute l'histoire qui a constitué un traumatisme durable, ça peut peut-être déplaire à certains, pour la population d'origine. Mais, je répète encore, que nous sommes appelés à vivre ensemble. Donc on a parlé de l'accord de Matignon, qui a été signé, le premier accord en juin 1988, et puis on est passé bien sûr rapidement qui a duré 10 ans, qui avait pour but de couvrir une nouvelle étape. Après une guerre civile, il y a eu 2 hommes intelligents qui ont dit à un moment donné, il faut qu'on se calme un peu, et que les 2 leaders, Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur, d'où un terme qui a été repris de part et d'autre, ils ont misé sur l'intelligence. Alors, pour revenir sur ça, l'accord de Matignon étant fini, on est passé en 98 à un nouvel accord qui a été dit, celle de 98, donc vous l'avez dit, 98 fixait le vivre ensemble, c'est-à-dire le destin commun, qui est une des devises d'ailleurs de la Calédonie, le vivre ensemble. On reconnaît, et là on va pas revenir sur les accords de Nouméa, mais moi ça me parle beaucoup, puisque l'accord de Nouméa a un préambule. Et le préambule, il montre bien que ce territoire n'était pas vide. Donc je reviens dessus, parce qu'en fait, tout est parti de là. S'il n'était pas vide, qui l'habitait? Et l'accord de Nouméa en préambule explique, et là tout le monde est d'accord, les loyalistes, les Kanaks, et puis la France. La Grande Terre et les îles étaient habitées par des hommes et des femmes qui ont été dénommés Kanaks. Ils avaient développé une civilisation propre avec des traditions, des langues, des coutumes qui organisaient le champ social et politique. Leur culture et leur imaginaire s'exprimaient dans diverses formes de création. L'identité kanak était fondée sur un lien particulier à la terre. Chaque individu, chaque clan se définissait par un rapport spécifique avec une vallée, etc., la colline, la mer. Donc voilà. Après, la colonisation de la Nouvelle-Calédonie s'est inscrite dans un vaste mouvement historique où les pays d'Europe ont imposé leur domination au reste du monde. Mais ça, c'est pas un projet, ce n'est pas une reconnaissance politique, c'est-à-dire c'est en préambule une reconnaissance de civilisation et puis de peuple qui était avant. Et là, il nous est dit, parmi eux, certains, notamment des hommes de culture, des prêtres ou des pasteurs, des médecins et des ingénieurs, des administrateurs, des militaires, des responsables politiques ont porté sur le peuple d'origine un regard différent, marqué par une plus grande compréhension ou une réelle compassion. Ça veut dire, c'est écrit rapidement ça, mais derrière, il y a des années qui sont passées, c'est qu'on est dans le vivre ensemble. Quand l'accord de 88, on le voit ici, va fixer aussi le vivre ensemble, on arrive à 98 ensuite, parce qu'il y a un accord, en disant d'accord, mais on veut quelle société, comment on va vivre ensemble? Donc on a bâti 98. Et quand on a bâti les accords de 1998, donc on arrive là, ces accords prévoyaient non seulement un pays, mais pas un pays vide, avec des acteurs de part et d'autre, caldoches ou calédoniens plutôt, excusez-moi, et kanaks. Donc c'est ça qui est intéressant. Mais comme je dis, il n'y a pas que... On ne va pas parler de Calédonien tout court, parce que le citoyen calédonien, dedans, vous avez quoi? Vous avez des Wallisiens, même s'il y a Wallis qui est à côté. Vous avez quoi? Vous avez des Antillais, vous avez des Métis. Moi-même, j'ai une partie de métissage. On y est dedans, c'est une population qui est importante. Et puis, vous avez aussi toutes sortes d'ethnies. On compte des dizaines d'ethnies, des Vietnamiens, des Asiatiques. On pense aussi à tous ceux qui sont dans la Mélanésie, qui sont venus là. Parce que là, on parle de la Calédonie, qui fait partie de la Mélanésie.
Vous avez à côté la Polynésie, vous avez la Micronésie. Donc c'est un vaste continent, le Pacifique. Et ces gens sont là depuis longtemps, parce qu'on parle, il faut remonter depuis 1853 et y arriver jusqu'à 2024. C'est une histoire. Donc pour revenir à 98, puisqu'on est sur ça, on était tous d'accord de dire bâtissons un pays ensemble. Mais tout s'est très bien fait. Par exemple, donnant et ouvrant à tous les domaines, que ce soit le patrimoine culturel, que ce soit la répartition des terres qui avait été spoliée, il fallait rétribuer, que ce soit les coutumes avec les institutions. On a 3 institutions en Nouvelle-Calédonie. J'espère ne pas trop aller trop loin dans ce que je dis, mais c'est une réalité. A fait naître quoi? Le Congrès, je vous disais, qui est important. L'institution, l'un des principes de l'accord de Matignon, c'est un accord politique, et c'était une reconnaissance d'une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie. Et comment on l'a fait? Il y avait la communauté du destin choisi, ensemble. Il y a une période qui s'est ouverte, et il y avait la loi constitutionnelle qui lui a permis. Le Congrès en a mis en place, le gouvernement, qui est un organe, une chambre de décision, d'exécution du Congrès, et puis garant également de ces différentes assemblées, il y a eu ce qu'on appelle, bien sûr, le Sénat coutumier. C'est inimaginable, ça n'existe nulle part ailleurs. Pour se préserver d'un peuple qui est quand même différent avec sa culture et ses coutumes, c'est juste ses coutumes en termes, je veux dire, d'anthropologie, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il fallait protéger. Il ne faut pas oublier que le peuple mélanésien ou kanak ou autochtone, comme disent certains, il est quoi? Il est un peuple de l'oralité. Tout se fait par l'oralité. Plus tard, on va écrire. C'est récent, je ne dis pas il y a quelques années, on écrit, on trouve des écrits aujourd'hui. Alors, tout ça, ça a été reconnu pour dire, eh bien, puis j'ai oublié de dire aussi, il y a eu les provinces que je disais tout à l'heure, il y a eu le mandat des membres du Congrès, il y a eu les provinces aussi, qui a été mise en place pour des administrations un peu délocalisées, pour être proche de la population, créer ses richesses, son économie, pour reverser dans sa région, puisqu'on a 3 régions, mais j'appelle ça 3 provinces, imaginons, mais elle avait sa propre économie. Et puis il y avait aussi le garant, un peu le vigile, c'est le Congrès, en disant qu'il y a une répartition, voilà, et on développait une économie comme ça. Voilà, moi je pense que au sortir de l'accord de Nouméa, c'était bien parti. Où ça a faussé? Ça a faussé qu'on n'a pas repoussé le 3e référendum qui avait été demandé. Et puis, bien sûr, ce qui est venu rajouter à la difficulté, ça a été la demande du dégel par un partenaire signataire, parce que là on n'a pas dit qui a signé. Les loyalistes, qui est un parti politique, qui veut rester attaché à la France, les indépendantistes qui demandent, parce qu'en fait on ne l'a pas dit, elle a été inscrite, le pays a été inscrit comme pays à décoloniser. C'est ça qu'il faut comprendre à l'ONU. Ça veut dire que la France était présente quand il y a eu à l'ONU cette séance et cette reconnaissance d'un pays à décoloniser. Et la France s'est engagée avec l'accord de Nouméa à aller au terme du processus de la décolonisation. Donc ça a rappelé sur les 2 choses. Mais étant partenaire avec les loyalistes et avec les indépendantistes, donc si un des 3 signataires demandait, qui était un droit, qui passait par le Congrès, qui montait vers le 3e partenaire, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait au vote, puisque l'affaiblissement du vote, malheureusement c'est une constitution qui est comme ça, c'est que s'il n'y avait pas, par exemple, le 3e partenaire, mais nous sommes dans un territoire français, ça se réglait peut-être différemment. Voilà, le problème, il s'est posé là, le dégel électoral. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair, mais enfin, le problème s'est posé là. Et après, il y a eu toutes les émeutes, parce qu'en fait, malheureusement, comme tout mécontentement, c'est la rue qui parle. Il y a des dérives aussi. Et il y a des dérives. Alors, juste pour reprendre, on en parlait du référendum, donc le dernier, le 3e, on rappelle la date, donc c'est le 12 décembre 2021, où effectivement on était en pleine période de Covid. On rappelle, donc ça a été décidé constitutionnellement, donc une date pour pouvoir faire un référendum, savoir si oui ou non la population de la Nouvelle-Calédonie serait
rester française ou pas. Donc la vraie question c'était est-ce que la Nouvelle-Calédonie allait être indépendante, oui ou non. La réponse était majoritairement non, mais notamment dû à un abstentionnisme pardon, bien marqué par notamment les Kanaks, qui avaient donc, voulu un report de vote pour donc des raisons de mort. Hein, ils ont eu des morts, ils voulaient voilà, donc avoir leur 1 an de repos, si je puis dire. Oui, c'est ça. En voilà. fait, et juste ensuite, nous avons aussi donc, en Nouvelle-Calédonie une certaine diversité de personnes qui aimeraient qui aimeraient évoluer comme dans le temps, comme on parlait des personnes qui viennent sur place. Aujourd'hui, en 2024, donc surtout aujourd'hui, tout simplement, donc on a la dissolution qui a été faite le 9 juin de l'Assemblée nationale par le président Emmanuel Macron. Donc on voit qu'il y a avec les élections européennes, ça fait des choses aussi en Nouvelle-Calédonie. Donc, la Nouvelle-Calédonie qui était en discussion, savoir si le gel reste là ou il y a un dégel pour le vote, on voit que finalement, cette évolution va vers une suspension. Donc, je cite le président qui suspend vraiment donc, cette discussion, cet échange pour pouvoir, dit-il, ne pas qu'il y ait d'ambiguïté. Donc aujourd'hui, le peuple kanak, enfin du moins plus généralement, la Nouvelle-Calédonie est en arrêt au niveau, à ce niveau-là. Donc ce qui permet peut-être, est-ce que ça permettrait un apaisement de la situation? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on pourrait avoir enfin un retour au calme? Jusqu'à quand? On ne le sait pas. En fait, la réflexion, parce que bon, on n'a pas une réponse, hein, on peut supposer qu'on retournera au calme, puisque ça a été une demande forte, c'est-à-dire sans négociation, la partie indépendantiste, mais après, bah, c'est comme tout. Hein. Le parti indépendantiste est constitué, enfin, c'est une ramification de plusieurs groupes politiques indépendantistes. Alors, on peut avoir des modérés, des radicaux. Pareil aussi chez les loyalistes. Hein, souvent, c'est eux qui, quelle que soit leur tendance, parlent plus fort. Mais je reviens sur le fait de la sortie de route qui a été amorcée en ce qui concerne au lendemain du deuxième référendum. Je vais peut-être revenir là pour arriver à la réponse. D'autodétermination, comme nous l'appelons dans l'accord, de 2020, où il y a, donc j'ai les chiffres devant moi, où 53,26%, 53,26% de la population calédonienne se prononçait contre l'indépendance. On est au deuxième référendum. C'est-à-dire qu'il y a eu le premier, il y a eu le deuxième. Je continue contre l'indépendance, mais 46,74% en sa faveur. Il y a un écart là. 53, donc c'est en 2020, 53 de la population environ dit contre l'indépendance, mais 46% dit oui à sa faveur. Le camp indépendantiste, mais aussi les membres de la société civile, et là, c'est là que les choses se font. Et il est même dit que l'église protestante kanaki de Nouvelle-Calédonie, le EPKNC, demandait au président Macron un report du troisième et dernier référendum. Il y a eu une implication même des églises fortes en Calédonie pour l'accord de Nouméa après la présidentielle de 2022 afin d'atténuer l'effort couperet du scrutin et de ne pas le laisser se faire contaminer par l'enjeu national. Donc, on parlait tout à l'heure du report. Qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de cela, on a maintenu le 12 décembre 2021, donc le troisième référendum. Ça veut dire qu'au fait, à cause de... On ne va pas revenir dessus, comment on s'étonnait après qu'il y a eu le boycott, comment on s'étonnait après qu'il y a eu, une faible participation de la part des indépendantistes. Et c'est ce qui s'est passé.
et alors qu'il avait été appelé au dialogue. Et puis, il faut savoir que la notion du temps n'est pas la même. On travaille avec des calendriers. La notion du temps, je parle du temps de Chronos, même, hein, la montre, et puis du Kairos, la période qui s'ouvre. On est plutôt dans une période qui s'ouvre, qui n'est pas tenue par le Chronos, c'est-à-dire la montre, chez le Kanak. Et il demandait du temps. Et malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé. Alors, pour revenir à cette période-là, puisqu'on parlait du report. Le report s'est fait. Le report s'est fait. Le lendemain de tout ce qui a été fait, je ne vais pas revenir sur les incidences, les guerres civiles, l'enjeu, etc. On est rentré vraiment dans une souffrance. On sait que, vous l'avez lu, vous savez très bien, on entend parler entre l'information et la désinformation, mais il y a une réalité quand même à 80%. C'est que il y a eu, donc on parle de milices, on parle d'émeutes, on parle de 3000 forces de l'ordre envoyées, on parle de couvre-feu qui est toujours en vigueur donc en Nouvelle-Calédonie de 18h à 6h du matin, 18h à 6h du matin, qui est toujours là. On a parlé d'un état d'urgence qui a été levé il n'y a pas longtemps, je crois, début juin. Mais on était en état d'urgence. Donc quand on voit tout ce process, on est vraiment dans un phénomène de guerre. Puis un rétablissement de l'ordre. Dans une crise totale. Voilà. Et quand on voit tout ce qui a été brûlé au niveau en termes d'économie, on parle de mémoire de 200 millions d'euros. On parle de 400 à 500 bâtiments donc, à caractère de magasins, d'économie qui ont été brûlés, d'entreprises, regardez comme ça. Et on parle aussi de blessés, on parle d'une centaine, même de 200, il y a beaucoup de commentaires. Donc aujourd'hui, les élections européennes, je pense que ce sont elles qui ont calmé le jeu. Puisqu'il n'y avait pas de négociation, c'est vous enlevez le projet de dégel électoral, il n'y a pas de réforme constitutionnelle, ça ne va pas au Congrès, parce que la dernière étape, c'était le Congrès de Versailles. Puisque l'Assemblée, les deux chambres avaient voté oui, donc le Congrès devait être confirmé. Et là, le président de la République a annoncé son report. Il a annoncé que pour l'instant, on ne donnait pas suite. Donc, malgré les termes qu'il emploie, le questionnement reste le même. Est-ce que c'est un report en remettant en place les deux élections du 30 juin et du 7 juillet pour enfin, avec les nouveaux députés sénateurs, enfin, on arrive à reconstituer et revenir sur le dossier. Donc, qu'est-ce qui va se passer actuellement ? Donc, c'est un bien. Est-ce qu'on revient au calme ? Apparemment, c'était la condition de l'enlever déjà. Est-ce qu'il a dit qu'il enlève ou qu'il reporte ? C'est toute la lecture et ce qu'on comprend des mots qui peuvent avoir des conséquences directes. Donc, la demande, c'est le report, c'est-à-dire on le laisse en l'état et on ne touche pas le gel électoral. Il me semble que ce qu'il a dit... qu'il a publiquement, qu'il a tenu, sa conférence, elle a une répercussion immédiate. Alors, moi de ce que je sais, ce que je lis et que certains me partagent, me disent, bon, certains leaders politiques indépendantistes disent, eh bien, on ramène maintenant tout au calme. C'est-à-dire qu'on lâche la pression, on baisse la pression, et puis d'autres disent, on maintient quand même la pression, dans le sens d'obtenir ce qu'il faut. Donc on est toujours dans ce qu'on appelle la radicalité. C'est ça le danger. Mais je pense que ça va apaiser. Personnellement, je pense que ça va apaiser dans le sens... Mais la demande qui est faite, c'est d'enlever, et n'en plus parler, du dégel électoral. Ça, c'est ça la demande qui est faite. Si ça va là, et je répète, c'est pour des votes à caractère local. Voilà. Voilà ce qu'on peut... Mais ce que je déplore... Alors, je ne suis pas en train de prendre des partis de quelques partis que ça. Je suis aussi un citoyen calédonien. Je trouve dommage qu'on arrive à ça. Et après, il y a des contrôles qu'on ne fait pas. Parce qu'il y a des gens qui sont sur le terrain, qui reçoivent des mots d'ordre. Est-ce qu'on les contrôle ? On ne les contrôle pas. Et aujourd'hui, malheureusement, de part et d'autre, il y a eu des morts. Et vous vous rendez compte, dans la même famille, quand on enterre un mort, on a une idéologie politique différente. Et pourtant, on est du même sang. Parce qu'on n'a pas la même idée, mais pourtant, il y a des cas comme ça. Je sais, pour certains, il y a une partie de famille qui est soit loyaliste, soit pour ou contre, mais qui se retrouve au cimetière, là, avec... c'est pas dit que forcément, on est divisé.
Est-ce qu'il ne faudrait pas revenir aujourd'hui au vivre ensemble? Le vivre ensemble, c'est comme ce qu'on a comme devise. Mais connaissant le Calédonien ou le Kanak, il faut toujours qu'il y ait des morts pour qu'enfin on arrive à se mettre autour de la table pour discuter et dire voilà. Je crois, moi, à la capacité des leaders de mon pays de dire on va s'asseoir pour discuter ensemble. Mais derrière, c'est tout ce qu'on fait comme alimentation qui malheureusement, et puis il y a aussi ce qu'on appelle un déficit de confiance qui s'est installé quand même malgré tout. Un déficit de confiance, parfois même des pères, comme on va dire, des leaders qui ont été très charismatiques à un moment donné, puis on a senti du mou dans le sens, non pas de tout casser, de se faire entendre. Et je crois que c'est ce qui est reproché dans ce sens-là. C'est pour ça qu'il faut qu'il s'élève à un moment donné, et je pense que c'est ce qui s'est fait, qu'on a fait appeler, j'ai lu à un moment donné sur la première 88 et même 98, mais 88, il y a eu ce qu'on appelle une mission de dialogue et de réconciliation, enfin de médiation, mais de dialogue. Il y a eu des hommes d'église, que ce soit de la partie de la Fédération protestante de France, et même au-delà de la Fédération protestante de France, parce que là aussi, il faut que les locaux, il y a eu des pasteurs locaux, des responsables d'église, de mission, historiques ou même déjà installés, que ce soit de la partie même catholique, romaine, qui sont installés, qui ont fait connaître leur voix. Et ce qui a amené, parce que la Calédonie, elle est quand même sur une terre où la foi, elle est importante. Justement, voilà, transition toute trouvée, puisque vous me tendez la perche. On sait que la Nouvelle-Calédonie est aussi donc une île, je dis, bon, finalement c'est une île, c'est aussi un territoire, c'est aussi une collectivité. Je dirais globalement un pays qui est principalement chrétien au niveau de sa foi, de sa religion. Ils sont principalement chrétiens. On compte à peu près la moitié de ces chrétiens sont évangéliques. Donc au regard de tout ceci, qu'est-ce qu'on peut dire des actions des églises sur cette situation économique, politique et sociale? Qu'est-ce que les églises, est-ce qu'elles ont leur mot à dire? Et si oui, qu'est-ce qu'elles font? Oui, c'est intéressant. Donc il y a eu à un moment donné ce qu'on appelle une intervention des politiques. Enfin, une intervention, une perte un peu de contrôle, qui était notoire d'ailleurs quand ça dégénérait au pic même de ce qu'on voit. Milice contre milice, il y a eu des morts de part et d'autre, et on s'est aperçu que, en fait, il fallait revenir. Il faut, juste pour revenir un peu en arrière, je ne vais pas toujours revenir, mais c'est quand même important pour ceux qui nous voient et qui nous écoutent. Il y a eu ce qu'on appelle à un moment donné un conseil des sages, qui remonte depuis longtemps. Parce que la Calédonie, c'est une terre où on dialogue, on discute. Il faut se discuter. Et bien sûr, dans le respect, dans la mesure du possible. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait appel aux religieux, aux responsables d'église. Pourquoi faire? Eh bien, pour arriver à intervenir auprès des églises, auprès des membres, puisque vous l'avez dit, l'arrivée de l'évangile remonte à très longtemps. On a plusieurs églises, on est quand même... Et peut-être je peux être contesté, ce que je ne crois pas, c'est qu'un pasteur ou un homme d'église, ça peut être même un prêtre, hein. C'est très bien que certains ont plus d'audience ou d'influence que d'autres, mais quand vous avez un statut pastoral, vous êtes pasteur et que vous êtes bien assis, vous avez quand même, voilà, vous êtes dans une mission qui a installé depuis longtemps, vous avez quand même un statut qui est reconnu, non pas de manière administrative, mais reconnu de manière d'éthique. Et vous pouvez discuter, vous pouvez demander audience. Et on a fait appel au pasteur, et c'est à ce moment-là que ça s'est fait vers le, je vérifie, donc le 19 mai, à la Pentecôte, il s'est passé quelque chose de... J'ai trouvé ça super bien. Alors, juste rectification, ce n'est pas le Conseil des sages, mais le comité. Oui, le comité des sages, très bien la correction. Donc, je confonds avec le Conseil des sages, c'est le milieu évangélique qui l'a mis en place. C'est plutôt le comité des sages, vous avez des politiques, vous avez des anciens ministres du pays, vous avez aussi des hommes d'église, que ce soit du milieu évangélique et des églises toutes confondues. Mais là, je viens pour le 19. Le Conseil
le comité des sages qui a été mis en place ne suffisait pas dans le sens de dire qu'il faut parler. Alors ils ont fait une chose qui est intéressante, que je vais reprendre. Ils se sont retrouvés et ils ont publié donc une lettre en demandant à tous ceux qui l'ont établi, c'est-à-dire les représentants de tous les milieux évangéliques, de pouvoir se faire entendre dans cette situation. Donc ils ont rédigé un courrier commun et ils l'ont lu ou fait lire. En tous les cas, ils ont fait parvenir aux membres de leur église, aux croyants, aux chrétiens. Ça s'est passé le dimanche 19 mai, jour de la Pentecôte. Et c'est très significatif, hein. Ce serait intéressant de pouvoir le lire, parce que j'ai trouvé, si le temps nous permet, qu'il y a des belles choses à découvrir dans ce courrier qui a été écrit et qui était réuni. Il y avait, on appelle d'ailleurs cela la déclaration commune des églises historiques de Nouvelle-Calédonie. Alors, je disais historique pour celles qui étaient historiques, mais il y avait d'autres qui sont ajoutées, soit catholiques et protestantes, et évangéliques, à lire dans nos paroisses, églises, chapelles, temples, à la Pentecôte. Et qu'est-ce qui se dit? Si vous permettez, je peux lire quelques brimes du courrier. Allez-y, oui, rapidement. Okay. Alors, je vais lire parce que c'est intéressant de dire pourquoi avons-nous fait appel à un moment donné aux responsables d'église pour écrire une déclaration commune et la lire, ou la faire lire. Alors, voici comment les choses sont dites. Et là, on n'est pas dans la politique, on n'est pas là avec des personnes politiques, ce sont les églises. Que faites-vous, église, et comment pouvez-vous agir sur la population qui est nombreuse? Parce qu'on parle du 60, mais je pense qu'on peut étendre facilement plus loin. Après les heures dramatiques qui viennent de traverser notre pays, depuis le début de la semaine, les désastres innommables, incalculables qui se sont déroulés et se déroulent encore sous nos yeux, avec ces vies enlevées, les chrétiens que nous sommes ne peuvent rester, et il nous est dit, rester les muets, spectateurs inactifs de la tourmente cyclonique qui nous frappe en ce moment. Il nous faut apporter notre pierre pour donner une chance à la paix. Protestants, catholiques, chrétiens, nous avons tous été abreuvés, plongés, immergés en un même baptême. Il a donné à tous la même vie divine, une commune identité, le même ADN chrétien. Nous sommes tous fils et filles du même Père, partageant la même filiation. Nous sommes tous frères de Jésus-Christ, dont nous formons le corps. Pour nos divisions et nos rejets multiformes, nous avons trahi notre foi, nous avons trahi notre baptême, nous avons trahi Jésus-Christ. L'Évangile apporté sur cette terre, sans aucun esprit de conquête, a été progressivement accueilli et adopté comme élément même d'identité. Et même, au même titre que le pilier de la coutume, ces extrémités de la terre vers lesquelles Jésus avait envoyé ses disciples n'ont pu être atteintes car cause ou plutôt grâce à cette éruption inimaginable que fut la Pentecôte. Et je vais arriver là sur la partie la plus importante, il me semble, ce fut, écoutez la suite, et là il dit ce fut, et ce don de l'Esprit Saint, ce Dieu agissant désormais avec les hommes, par les hommes, la conséquence fut immédiate lorsqu'ils étaient tous étrangers, il dit bien, alors qu'ils étaient tous étrangers les uns pour les autres, tous entendaient, comprenaient la seule langue, véritable, universelle, la langue de Dieu, etc. Alors, malgré toute leur diversité et leur incommunicabilité, ils devenaient un en comprenant, partageant, etc. Qu'est-ce que ça signifie, en fait, finalement, tout ça? On arrive à dire quoi? Ils ont pris la parole, hein, donc oui, ces pasteurs et responsables d'église, quelle est la finalité? La finalité, c'est de dire que notre île, l'île de la Nouvelle-Calédonie, est devenue celle qu'on appelle la plus proche du paradis, devenue malheureusement l'île la plus proche de l'enfer. Donc c'est un rappel en disant aux chrétiens, bon, il y a des choses qui vous dépassent, mais revenons à notre identité, puisqu'on parle d'identité chrétienne. On est des croyants, le vivre ensemble, c'est l'avant-goût du ciel. Et puis ce qu'il voulait dire, c'est que maintenant, il faut apaiser
et lancer un arrêt à la violence, posant un signe fort en disant non à la violence, on a besoin de vous, calmons-nous, laissons faire le dialogue, arrêtons de mettre le feu, etc. Donc c'est un appel à la non-violence et revenir à des valeurs, puisque je ne l'ai pas tout lu, mais à un moment donné, on demande bien de revenir, de trouver un petit temps en prière, de se retrouver en tant que croyant par communauté, par quartier. C'est ce qui s'est fait à un moment donné, et j'ai le témoignage de certains chrétiens qui ont été capables de dire dans le quartier, toi tu es catholique, excusez-moi, ça peut choquer, mais c'est passé comme ça. À un moment donné, on dit qu'est-ce qu'on fait, on continue à se faire du mal. Venez avec nous, toi on va prier. Donc, moi qui suis un évangélique, si je peux dire, je peux avoir mes barrières en disant, tiens, je ne mélange pas un tel, mais à un moment donné, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on veut? Donc, chacun peut croire que Dieu agit. Là, on l'a bien dit, on n'a pas parlé de confession, notre doctrine, j'ai trouvé ça bien. On a poussé à la paix, mais comment elle se manifeste? En disant, vas-y vers le frère, vas-y vers l'autre. Et on a vu dans les quartiers de Nouméa, parce qu'on parlait de Nouméa, de se retrouver, de prier ensemble. Et parfois même certains, parce qu'on ne le dit pas toujours, ils sont sortis même des barrages. On est venu, je vois quelqu'un qui vient et qui leur parle et il dit il faut arrêter ça, tout ça, puis il leur parle de Dieu, il prie avec, et on les voit enlever les barrages, etc. Alors voilà. C'est ce que vous appelez à faire, en tout cas ici, Martinique, Guadeloupe, Guyane, enfin toutes les personnes, tous les téléspectateurs qui nous regardent, qui écouteront, donc qui regarderont cette émission, c'est ce que vous appelez à faire aussi, c'est de se joindre en prière pour la Nouvelle-Calédonie? Je pense qu'il faut prier pour la Nouvelle-Calédonie, je ne suis pas en train de dire qu'il faut prier pour obtenir l'indépendance, c'est pas ça. C'est-à-dire on est pour le vivre ensemble. Après, je crois qu'il y a une justice devant une injustice, qu'il y a des notions de valeur et des notions de vérité. Ça, elle doit se dérouler dans la paix, et on l'a vu bien sûr dans des accords. Mais néanmoins, dans un premier temps, il est bon pour nous, tous les chrétiens, de prier. Puisque c'est marqué dans la Bible, je pense à un texte qui me vient à l'esprit. La Bible nous dit, recherchez le bien de l'Éternel, recherchez le bien de la ville, excusez-moi, priez l'Éternel en sa faveur, car votre bonheur dépend du sien. C'est dans Jérémie, chapitre 29, verset 7. Il ne faut pas oublier que le peuple hébreu, il a été un peuple quand même déporté. Il y a eu plusieurs déportations. Il faut oublier que Jésus était sous un empire qui n'était pas un empire romain. Il y a eu des peuples qui ont été colonisés, ou même esclaves, mais ce n'est pas ça. Je pense que oui, ça nous fait mal dans l'histoire de l'humanité, notre histoire, votre histoire même dans les Caraïbes. Mais je crois qu'il est important à un moment donné, en tant que chrétien, une identité. Et c'est laquelle identité qui surplombe ou qui prend raison. Je crois que la prière, c'est important. Et en même temps, ce qui arrive en Calédonie, franchement, je me dis merci aux chrétiens de se retrouver pour prier. Et là, quand on voit un blanc, un noir, un jaune, un vert qui s'assied et qui prient ensemble, je dis c'est bien. Parce qu'au fait, tout le monde, et la Calédonie, on a un pays de destin commun, le vivre ensemble, et il faut reprendre ce flambeau de vivre ensemble. Et je pense que, je répète encore, le Kanak ne dit pas tout le monde dehors et le pays est à moi. Non, c'est la reconnaissance, donc d'être dans un pays où tout le monde peut vivre ensemble, mais tout le monde peut aussi reconnaître qu'on peut diriger un pays ensemble tout en respectant une certaine légitimité. Voilà, c'est ça. Et je pense que c'est un appel aussi où les peuples du Pacifique devraient vivre cette dimension spirituelle. Et même, je pense aux leaders aussi. Je pense aux leaders. Parce qu'on peut être leader politique, leader de ceci, cela. Dans un pays, on a besoin de Dieu. Et mon plus grand rêve, Alan, tu sais ce que c'est? C'est de voir un peu nos politiques un jour dire, écoutez, avant de commencer une séance, on va prier. Bien sûr, on est dans la République française, séparation de l'Église, l'État, on peut toujours parler de la laïcité, on peut toujours parler. Mais qu'est-ce qui nous empêcherait de demander humblement d'aller trouver des églises, des responsables d'églises pour dire, vous savez, je suis maire, j'ai mon conseil municipal, nous avons des décisions, venez nous visiter. On est prêt pour prier pour eux. Mais ça s'est fait déjà en Calédonie. Je crois que c'est ce chemin-là qui est en train de s'établir. Arrêtons de mettre des barrières en disant les religieux, vous êtes dans vos temples et vos églises, et nous, les politiques, c'est nous. L'anthropologie nous montre que nous sommes des êtres humains et la société, elle doit être baptisée avec des êtres humains. Et il faut remettre au milieu du dispositif l'être humain et puis aussi la foi qui est importante. Voilà ce que je crois. Très bien, en tout cas, merci, pasteur Farah Abdillahi. Donc, je rappelle, vous êtes citoyen Kanak,
calédonien, Oui. et donc ayant vécu plusieurs années en Nouvelle-Calédonie. Né en Nouvelle-Calédonie. Donc né là-bas aussi. Donc c'est une situation qui vous touche particulièrement, Oui. que vous peut-être que vous connaissez pas, mais en tout cas qui vous est propre aussi, parce que c'est le sang de la Nouvelle-Calédonie qui coule dans vos veines. Donc merci de nous avoir un peu éclairé sur toutes ces facettes par rapport à l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. On rappelle avec donc une histoire très particulière avec la France notamment, la découverte de cette île, dont James Cook, et puis les premiers habitants qui existaient déjà. Donc toute cette histoire diverse, large, riche. Merci à vous d'être venu sur notre plateau, et on se dit à très bientôt. Merci beaucoup Alan, et merci aussi chères téléspectatrices et téléspectateurs. Merci beaucoup. Voilà, merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt. Merci aussi de nous suivre sur les réseaux sociaux, pour les plus connectés d'entre vous, Facebook, Instagram et YouTube. Et d'ici là, à très bientôt.